dit très calmement, allongez-vous sur la banquette arrière. Couvrez-vous avec ce plaid. Vous devez entendre ce qui va suivre. J'ai ri. Je m'appelle Élodie, je suis la sœur aînée, la responsable, celle sur qui on compte, celle qui a renfloué les comptes quand l'entreprise de mon père a vacillé après la crise. J'étais en route pour finaliser les derniers paiements du fleuriste pour le mariage de Léa. J'étais épuisée, fière de nous, et absolument pas consciente que ma vie allait basculer. Je ne vais pas me cacher dans la voiture de ma propre famille, lui ai-je répondu. J'en ai pas souri. Il est notre chauffeur depuis 11 ans. Il m'a vu grandir, m'a déposé à mes examens à HEC, m'a ramassé en pleurs le soir où mon ex m'avait laissé sur un trottoir parisien. Mademoiselle Élodie, a-t-il dit doucement, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas dramatique mais protecteur. À contre-cœur, irritée, je me suis glissée au sol et j'ai remonté le plaid sur moi. 30 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée devant la propriété de mes parents à Saint-Cloud. Les portières se sont ouvertes. La voix de mon père, le rire de ma sœur, et puis cette phrase, après-demain, elle ne se doutera de rien. Mon prénom. Ils ont prononcé mon prénom et j'ai arrêté de respirer. Je suis restée parfaitement immobile sous ce tissu. La laine sentait le cuir et le parfum boisé de Jean. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende à travers la carrosserie. Elle a effectué le dernier virement hier soir, a dit mon père d'un ton désinvolte, presque ennuyé. Après le mariage, nous déplacerons les comptes. Léa a ri de ce petit rire de mariée délicate qu'elle perfectionnait depuis 1 an. Je te l'avais dit qu'elle le ferait. Elle a un complexe de l'héroïne. Elle a besoin de se sentir indispensable. Un complexe de l'héroïne. C'est comme ça qu'ils appelaient mon dévouement. Pour situer le contexte, j'ai financé 70% de ce mariage. La comte du château, c'était moi. La robe de créateur chez Delphine Manivet, c'était moi. Le surclassement de dernière minute pour la réception quand Léa pleurait pour des détails esthétiques, c'était encore moi. J'avais même signé une caution solidaire pour l'entreprise de mon père il y a 3 ans, une dette que j'ai fini par rembourser seule parce que c'est ce que font les filles aînées. Nous soutenons la structure pendant que les autres s'occupent de la décoration. Mais il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il y a 3 mois, j'avais demandé à voir les bilans liés au prêt que j'avais remboursé. Mon père avait éludé la question. Après le mariage, disait-il. Chaque question difficile dans cette famille était reportée à après le mariage. Maintenant, je savais pourquoi. Ils gèleront ces accès une fois que nous aurons transféré la propriété, a ajouté Léa avec légèreté. Transférer la propriété ? Mon estomac s'est noué. La propriété de quoi ? Et puis le nom de mon fiancé est entré dans la conversation. Adrien a déjà signé, a dit mon père. Le silence s'est installé, pas à l'extérieur de la voiture, mais dans ma poitrine. Adrien, mon fiancé, l'homme qui me tenait la main quand ma mère a été opérée. L'homme qui me disait, tu portes trop de choses toute seule, laisse-moi t'aider. La voix de Léa s'est adoucie. Il a dit qu'une fois le mariage passé, ce serait plus propre. Pas de vague avant la cérémonie. Plus propre, comme si j'étais un dossier administratif encombrant. J'ai entendu des bruits de pas, des portières se fermer, le gravier crisser sous leurs chaussures. J'en ai pas démarré le moteur tout de suite. Il savait que j'avais besoin d'une seconde avant de pouvoir respirer à nouveau. Signer quoi ? Mon esprit a rembobiné violemment. Il y a 2 mois, Adrien m'avait demandé de signer un document de restructuration temporaire pour une optimisation fiscale. Je lui faisais confiance. Il travaille dans la finance. Il me l'avait expliqué calmement pendant un dîner. J'avais parcouru les pages rapidement. J'ai signé parce que l'amour n'attend pas de trahison en petits caractères. Mon père a continué, la voix plus basse maintenant. Après-demain, Élodie ne contrôlera plus les parts de la société. Adrien les gérera à travers le mari de Léa. Tout s'est imbriqué comme une arme qu'on charge. Le prêt que j'avais remboursé, l'entreprise que j'avais reconstruite pendant le confinement, les parts qui étaient temporairement à mon nom. Il ne se contentait pas de m'utiliser pour payer un mariage. Il me dépouillait de mon héritage et de mon travail.
Et le pire, il prévoyait de le faire le lendemain matin du jour où j'aurais aidé ma sœur à remonter l'allée de l'église. J'ai repoussé le plaid. Roule, ai-je dit à Jean. Ma voix ne tremblait pas, mais quelque chose en moi était devenu glacial. Le mariage fut un chef-d'œuvre, des lustres en cristal, des orchidées importées, un quatuor à cordes jouant sous des tentures dorées. Les invités complimentaient mon père sur la solidité financière retrouvée de la famille. J'ai souri. J'ai même ajusté le voile de Léa avant qu'elle ne marche vers l'autel. Rien de tout cela ne serait arrivé sans toi, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. J'ai failli éclater de rire. La véritable humiliation n'a pas eu lieu en privé. Elle s'est produite sur scène, après les vœux, après les applaudissements. Quand mon père a tapoté son verre et m'a appelé à ses côtés. Élodie, a-t-il dit chaleureusement dans le micro, le pilier de cette famille. La foule a applaudi. Il a poursuivi, dans le cadre de notre croissance, nous sommes fiers d'annoncer que notre entreprise familiale transmet officiellement sa direction à la génération suivante. Un écran derrière nous s'est éclairé. Des documents, des photos, une image d'Adrien souriant, signant des papiers aux côtés de mon nouveau beau-frère. Avec effet immédiat, a dit mon père, la structure du capital a été réorganisée. On ne m'avait rien dit. On ne m'avait pas consulté. Et puis Adrien s'est approché de moi, a posé un bras autour de ma taille et m'a chuchoté, ne fais pas de scène, on en reparlera plus tard. La foule applaudissait. Ils pensaient que c'était une célébration. Ils n'ont pas vu l'horodatage du contrat signé 2 jours auparavant, antidaté pour correspondre à ma signature numérique. C'est là que j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient pas seulement trahi. Ils m'avaient transformé en leur stratégie de sortie, pensant que je resterais silencieuse par peur du scandale. Je n'ai pas fait de scène. Ce fut leur première erreur. J'ai souri pour les photos, j'ai porté un toast à la mariée, j'ai dansé une fois avec Adrien pendant qu'il me murmurait des justifications à l'oreille. C'est temporaire, c'est stratégique, tu réagis trop fort. J'ai hoché la tête comme une femme qui le croyait. Puis je suis rentrée seule. La douleur n'explose pas toujours. Parfois, elle s'organise. J'étais assise à ma table de salle à manger à 2h14 du matin. Talons retirés, maquillage intact, fixant les copies numériques de chaque document que j'avais jamais signé pour cette boîte. Ils pensaient que j'avais lu en diagonale. Ils ont oublié qui avait redressé leur compte moribond pendant la crise sanitaire. Ils ont oublié qui gérait les négociations avec les fournisseurs. Ils ont oublié qui avait insisté, par souci d'efficacité, sur une authentification double pour chaque compte opérationnel. Moi. À 3h02 du matin, je ne pleurais plus. Je cartographiais. La restructuration donnait à Adrien les parts de contrôle. Mais la liquidité opérationnelle, les contrats cadres, les passifs fiscaux différés, tout cela était lié à des clauses de transition. Des clauses que j'avais insérées 3 ans plus tôt. Des clauses qui exigeaient mon autorisation écrite pour le transfert des relations actives avec les fournisseurs. Sans fournisseurs, pas de chaîne logistique, pas de lancement de produits au prochain trimestre. Aucune valorisation réelle. Ils n'avaient pas volé une couronne. Ils avaient volé une coquille vide. Et le plus beau, l'annonce ayant été publique, la confiance des investisseurs reposait désormais sur la performance immédiate. J'ai pris mon téléphone et j'ai rédigé 3 courriels. Un au principal fournisseur, un au distributeur régional et un à l'investisseur qu'Adrien courtisait. Objet du message, précision structurelle avant lundi. Je n'allais pas hurler. J'allais laisser l'architecture s'effondrer. Silencieusement et selon le calendrier. Lundi matin, 9h. Leur premier conseil d'administration officiel sous la nouvelle direction. Je n'étais pas invitée. Je n'avais pas besoin de lettres. À 8h42, mon premier courriel a été ouvert. À 8h47, le fournisseur a répondu, nous n'étions pas au courant de la transition de propriété. Selon la clause 7b, nous exigeons la confirmation du signataire original avant de poursuivre les expéditions. La clause 7b. Ma clause. À 8h53, le distributeur a appelé Adrien. Je le sais parce qu'il a commencé à me harceler de messages. Élodie,
Qu'est-ce que tu leur as envoyé? Réponds-moi. À 9h02, j'ai transféré la documentation à l'investisseur. Message clair, professionnel. Veuillez noter que je n'ai pas autorisé le transfert opérationnel tant qu'un audit préalable n'a pas été effectué. Le risque de liquidité reste élevé. À 9h11, mon père m'a appelé. J'ai laissé sonner. À 9h14, l'investisseur s'est retiré de l'annonce du lundi. À 9h20, les expéditions ont été gelées. À 9h27, leur valorisation a chuté avant même de s'être stabilisée. Et à 9h31, on a sonné à ma porte. Adrien. Il avait l'air bien différent sans micro ni applaudissements. Qu'est-ce que tu fabriques? A-t-il exigé. Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine, un café à la main. Je protège mes actifs. Tu es en train de nous saboter. Non, ai-je dit calmement. J'exerce les droits que tu as oubliés que je possédais encore. Sa mâchoire s'est crispée. Tu vas ruiner la famille. J'ai souri. Ils ont essayé de m'effacer. Le silence s'est étiré entre nous. Puis j'ai dit la seule chose à laquelle ils n'étaient pas préparés. Je n'ai même pas encore commencé. Et cette fois, il m'a cru. Ils ne se sont pas effondrés instantanément. Cela aurait été trop clément. Ils se sont effilochés. Le mercredi, 3 fournisseurs demandaient des clarifications formelles. Le jeudi, la banque signalait des incohérences dans la restructuration. Le vendredi, l'investisseur reportait publiquement son engagement en attendant une revue interne. Traduction, perte de confiance totale. Mon père s'est présenté ce soir-là, pas en colère, mais désespéré. Il se tenait dans mon salon comme un invité qui ne reconnaîtrait plus la maison. Nous pouvons régler cela en privé, a-t-il dit. Comme vous l'avez réglé en public? Ai-je demandé. Il a tressailli. Léa n'est pas venue. Elle a envoyé un message à la place. Tu es en train de gâcher ma lune de miel. Celui-là m'a presque fait rire. Adrien a tenté une autre tactique. Il est venu de nuit. Ni agressivité, ni arrogance, juste de l'épuisement. Tu donnes à tout ça une importance démesurée, a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé longtemps. M'as-tu aimé? Ai-je demandé. Ou m'as-tu positionné stratégiquement? Il n'a pas répondu. Et ce fut ma réponse. À la fin de la semaine, des sessions d'urgence du conseil d'administration ont été convoquées. Des équipes juridiques ont été impliquées. Des questions ont été soulevées sur la chronologie des documents. Ils n'avaient pas réalisé une chose cruciale. Je ne les ai jamais accusés. J'ai simplement demandé des audits. Et les audits ne crient pas. Ils dissèquent. Le dimanche, l'avocat de mon père m'a contacté. Élodie, nous aimerions discuter d'un accord à l'amiable. Accord. Un mot intéressant. Parce que je ne négociais plus sous le coup de l'émotion. Je négociais avec un levier de force. Et il me restait un dernier mouvement, celui qu'il ne verrait jamais venir. La réunion de règlement a été fixée au mardi à midi. Bureau neutre, paroi de verre, politesse d'entreprise. Mon père, son avocat, Adrien et moi. Il s'attendait à des chiffres. Il s'attendait à un compromis. Il pensait que j'exigerais mes parts et que je retournerais sagement dans le coin qu'il m'avait assigné. À la place, j'ai fait glisser un dossier unique sur la table. Je ne suis pas ici pour reprendre le contrôle, ai-je dit calmement. Je suis ici pour sortir. La confusion a traversé leur visage. À l'intérieur du dossier se trouvait une proposition de rachat, une évaluation équitable, un transfert propre, une exigence de liquidité immédiate, et en pièces jointes, un rapport de conformité que j'avais déposé la semaine précédente, pas contre eux, mais contre les irrégularités structurelles des documents antidatés. Je n'avais accusé personne. J'avais simplement demandé une révision formelle aux autorités de régulation. Si je suis effacé de la propriété, ai-je continué, ma signature ne peut pas apparaître sur l'autorité de transition. Si c'est le cas, cela devient une enquête judiciaire. Adrien est devenu livide. La main de mon père tremblait légèrement. Tu nous détruirais,
a-t-il chuchoté. J'ai croisé son regard. Non, je choisis simplement de ne plus vous sauver. Silence. Puis je me suis levée. Approuver le rachat d'ici vendredi ou laisser l'audit suivre son cours. Le jeudi soir, les fonds étaient transférés. J'ai démissionné publiquement. Les investisseurs ont reformulé le récit. Départ de la fondatrice suite à une restructuration de la gouvernance. Élégant, propre, contrôlé. Léa m'a envoyé un dernier message. Est-ce que ça en valait la peine? Je n'ai pas répondu. Parce qu'il n'a jamais été question de vengeance. Il était question de correction. Ils ont construit un avenir en supposant que je resterais petite. À la place, je suis partie avec mon capital, une réputation intacte et quelque chose de bien plus précieux, la clarté. Le matin précédant son mariage, ils pensaient que je me cachais sous un plaid. Ils n'ont jamais réalisé que j'écoutais. Et désormais, je ne finance plus de mariage. Je bâtis des empires seuls. Cette histoire est un rappel cinglant que dans le monde des affaires comme dans la famille, la loyauté ne doit jamais être confondue avec de la faiblesse. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont le personnage d'Élodie utilise précisément les outils que sa famille pensait maîtriser contre elle. En France, la structure des entreprises familiales repose souvent sur une confiance tacite, mais cette vidéo montre que même les liens du sang ne protègent pas de la cupidité. La précision chirurgicale de sa riposte, en utilisant des clauses contractuelles qu'elle avait elle-même anticipées des années auparavant, prouve qu'elle était la véritable force motrice de cette réussite depuis le début. En se libérant de ce poids familial toxique, elle ne récupère pas seulement son argent, elle récupère son identité de chef d'entreprise. C'est une leçon de résilience et de stratégie pure. Selon vous, Élodie a-t-elle eu raison de pousser la famille au bord de la ruine pour obtenir son rachat, ou aurait-elle dû pardonner au nom des liens du sang malgré la trahison?